Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. De temps en temps, on pense à nos amis débutants. La dernière fois, on leur a expliqué comment choisir leur canne. Cette fois-ci, on leur explique comment choisir le moulinet. C'est la rubrique technique et matériel. Dans technique et matériel, aujourd'hui, je vous parle du moulinet. C'est vrai que la canne et l'hameçon sont des deux choses les plus importantes pour prendre du poisson. L'hameçon parce qu'il prend le poisson et la canne parce qu'avec la canne on l'éteint. Mais il est vrai que pour des pêches, notamment des poissons trophées ou des gros poissons, la réserve de votre ligne est tenue par le moulinet. Le plus ancien moulinet est un cadre en bois, tout simplement, à lequel on entourait du fil. Ensuite, il y a évidemment le moulinet à tambour fixe qui existe encore aujourd'hui pour la pêche au lancer. Et tous nos moulinets anciens, mouches, sont à tambour fixe. Ensuite, nous avons eu la technologie qui s'est mise au milieu et qui nous a créé des moulinets automatiques. J'en possède pas, je ne peux pas vous en montrer ici, mais ce sont des moulinets très très lourds qui, avec un ressort comme une horloge qu'on monte, peut récupérer avec une manivelle le fil, enfin la soie. Bon, je pense que c'est lourd, c'est encombrant, c'est pas pratique, c'est pas terrible. Ensuite, la technologie nous a encore inventé un nouveau type de moulinet qui est donc maintenant très répandu et très connu, qui s'appelle du semi-automatique. Donc on a deux modèles en France. On a la fabrication française qui est le Rythme 80 de Perlesbam et nous avons aussi le Franco Vivarelli qui vient d'Italie. Donc ce sont des moulinets où on peut tirer le fil sans problème et on le récupère avec un levier quand on va dessus. C'est pour des gens qui veulent aller très vite, qui veulent pêcher très très rapidement. Bon, moi j'aime pas trop. Moi je préfère quand même, il faut dire, le bon vieux moulinet très simple. Dans ces moulinets-là, vous avez donc, comme d'habitude, des qualités et des prix qui vont du néant au gigantesque. C'est-à-dire qu'en gros, vous trouvez des moulinets à 50 francs et en même temps, vous en trouvez à 10 000, peut-être même plus, il n'y a pas de limite. Mais à quoi consiste quand même de faire attention que votre moulinet soit bien? Alors, premièrement, vous avez un bâti et une bobine. Donc ça, c'est le bâti, ça fixe votre moulinet sur la canne. Et vous avez la bobine qui vient dedans et qui tourne, premièrement. Donc, il faut bien faire attention et regarder que la bobine doit bien tourner dedans et pas frotter d'une côté ou l'autre et ne doit donc pas être voilée. Sur des moulinets un peu sophistiqués, vous avez donc la manivelle ici, elle est en bois, mais elle peut être aussi beaucoup plus simple. Et vous avez toujours en face un contrepoids. Pourquoi? Quand vous moulinez rapidement, vous avez tendance, en donnant une énergie, une force à votre bobine, de déformer la bobine. Donc vous avez ici un contrepoids qui vous permet de tourner tranquillement et que vraiment ça ne se voile pas. Ensuite, vous avez sur des moulinets un peu sophistiqués un frein qui est derrière et qui freine la bobine au démarrage du poisson. Sinon, vous avez qu'est-ce qu'on appelle du rim control, c'est-à-dire que seulement votre moulinet donc, qui va partir comme ça avec votre poisson, vous allez le freiner avec votre doigt. En général, tout ce qui concerne la pêche à la mouche, de la truite, de l'ombre et des salmonides normales, on n'a pas trop besoin de frein. On a surtout besoin du frein pour le saumon, le tarpon, pour des poissons de mer, pour vraiment arrêter à leur départ fulgurant pendant 100 mètres ou 200 mètres. Donc, ce n'est pas important. Il faut qu'il soit conçu, qu'il soit léger, le plus léger possible. Il ne faut pas que le moulinet soit lourd par rapport à votre soie. Il faut qu'il soit très léger et il faut qu'il soit vraiment solide. Que souvent, il arrive que quand on fait des wadings, quand on tombe, que ça tombe par terre. Si votre moulinet est de suite foutu, de suite avec des trous partout, dévoilés et tout, c'est pas bon. Alors achetez des choses simples, manuelles et vraiment qui correspondent à des années d'utilisation, qui vous prendront beaucoup de poissons. Alors de temps en temps, il est bon de rappeler des choses simples. Alors regardons de près nos truites bien aimées, nos truites Fario, nos truites arc-en-ciel. Aujourd'hui, dans l'environnement de pêcheurs, c'est plutôt une scène bucolique, on est bien au bord de l'eau, il fait beau. Vous savez bien que ça ne m'arrive pas souvent, donc j'ai pris un peu
soin de me détendre un peu des pêches difficiles que j'ai derrière moi. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la truite, ou des truites et des poissons. On sait que en Europe, on a une truite d'origine qui est la truite Fario, donc Salmo truta fario. Il faut savoir que cette truite, donc comme on a ici un magnifique exemplaire avec des taches rouges, avec un ventre doré et avec un dos toujours sombre, et à l'origine est migrateur comme les saumons, car la truite de mer est la même famille. Donc en fait, sur des millénaires, il y a quelques truites de mer qui sont restées dans les ruisseaux et les rivières et qui ne sont pas retournées en mer pour se nourrir et pour revenir à la rivière pour frayer. Donc notre truite, donc la Salmo truta fario, la truite des rivières communes, ainsi que la Salmo truta lacustris, donc la truite de lac, sont des sœurs de nos truites de mer. Alors, on sait qu'on a en Amérique un tas d'autres truites, et la plus célèbre est évidemment la truite arc-en-ciel. Donc, ce poisson, cette truite, qui est pour les Américains leur truite indigène chez eux, a été importée au XIXe siècle par des bateaux et s'est répandue sur tout le continent d'Europe. Il est vrai que beaucoup de pêcheurs méprisent la truite arc-en-ciel, mais je trouve que c'est pas bien. Car, premièrement, déjà, entre une truite et une autue ou un chevenne, il n'y a pas de différence. C'est un poisson, c'est une vie, il est adapté à son milieu et on doit le respecter. Ensuite, si jamais vous allez pêcher aux États-Unis, vous allez trouver là-bas notre truite fario comme étranger, car les Américains ont mis aussi des brown trout chez eux. Donc, qu'est-ce que nous, on dit ici qui n'est pas bon, et là-bas bon, et qu'est-ce qu'ils disent là-bas qui n'est pas bon et bon ici. Donc, vous comprenez bien que ça n'a pas de sens. Voyons un peu quand même comment ce poisson se présente. La différence est que nous avons la truite fario, qui est donc notre truite, qui est un poisson qui est toujours attaché à un obstacle dans l'eau. Il est toujours sur une souche, sur une branche ou au milieu des herbiers. Au contraire, la truite arc-en-ciel, elle est toujours libre, elle est toujours au milieu de l'eau. C'est pour ça que aussi dans nos rivières, en Europe et partout, ils peuvent bien cohabiter, car ils sont pas aux mêmes endroits. Ensuite, la grosse différence entre les deux est la robe. Ici, la truite fario, elle est donc plus foncée, plus trapue. Elle a des points rouges, elle a le dos très foncé et le ventre toujours jaune doré. Au contraire, l'arc-en-ciel, qui est d'ensemble plus clair, a une ligne latérale signée par une voile rose, un ventre argenté et un dos souvent vert foncé. Nous avons beaucoup de races de arc-en-ciel. Nous avons des kamloops, des steelhead, il y a tout un tas de choses. Maintenant, malheureusement, dans les élevages, on a croisé tout ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore? C'est que la truite fario, notre truite qui se reproduit dans nos rivières, se reproduit, fraye en octobre, novembre, parfois décembre, ça dépend de l'altitude et la température. Donc, elle fraye en automne. Et il faut savoir qu'au contraire, la truite arc-en-ciel, elle fraye en printemps. Si aujourd'hui on a des truites bâtards qui frayent n'importe quand, c'est parce que des élevages industriels ont fait des croisements pour avoir des géniteurs en permanence pour produire. Mais la nature ne le voit pas comme ça. Les deux poissons sont valeureux, les deux poissons sont bons à pêcher et bons à manger. Alors vous l'avez bien remarqué, dans cette émission, on aime bien monter des mouches, souvent grosses, avec du poil de chevreuil, du lièvre, etc. Eh bien, pour une fois, on va faire le contraire. Et nous aussi, on va monter une mouche en cul de canard. La mouche de cette semaine est une mouche très célèbre et évidemment indispensable dans votre boîte. C'est un spent en CDC. Alors CDC, c'est cul de canard. C'est quand même une des rares mots que les Anglais et les Américains même ont pris, parce que même chez eux, tout s'appelle CDC, cul de canard. Alors, cette mouche, ce type de mouche a été inventé par un Suisse, donc par Petit-Jean, qui est un très très bon pêcheur et qui est aussi un monteur de mouches vraiment super. Je vais me permettre de imiter un petit peu, pas complètement comme il le fait lui, mais un petit peu le style de son montage, et vous donc montrer comment on fait une mouche qui flotte très très basse sur l'eau,
qui peut imiter, comme son nom dit, un spent, donc une mouche, un spinner mort, donc une femelle qui vient de pondre et qui est dans l'eau, mais qui imite aussi des subimagos qui n'ont pas réussi complètement de sortir de leur peau nymphale et qui est mort avant de sortir de l'eau, donc une stillborn. Voyons immédiatement comment réalise cette mouche. Ici, on utilise un hameçon 2 fois long. Donc on a déjà appris comment ça marche. Il y a des standards, des courts et des longs. Ici, c'est 2 fois long. C'est-à-dire que la lampe est un peu 2 fois plus longue que d'habitude. On utilise un hameçon de 14 ou on utilise un hameçon de 16 ou même de 18. Ça dépend de l'imitation qu'on veut faire. C'est toujours une éphémère qu'on imite. Donc une femelle oui, une femelle éphémère qui, après la ponte, donc en principe, est tombée à l'eau. Et donc, on utilise pour ça des hameçons plus longs. On va mettre au début 3 cercles, comme la plupart des éphémères ils ont. Donc, avec une crinière d'orignal ou de mousse. Ensuite, on va former un abdomen jusqu'aux 2/3 devant avec une fausse plume d'héron, vu qu'on n'a pas le droit d'utiliser les vrais hérons. Donc, qui va faire l'abdomen allongé et très fin. On va fixer ici une genre de boîte à ailes, en fait du thorax, le dos de la mouche. Et avec une plume de queue de canard, on va faire des ailes à plat. Donc, si on la voit de devant, cette mouche, elle sera comme ça. Et l'hameçon par derrière. Donc, on voit bien, ce n'est pas une haque qu'on met là, mais que c'est à plat. Donc, ça fait ça si on le voit par devant. Ensuite, on va rabattre vers devant pour faire une partage de 2 ailes à plat. Et c'est tout. Et donc, la mouche est très peu fournie. Elle doit flotter vraiment très bas dans la surface. Elle ne doit pas être graissée. Elle est tout simplement prenante parce qu'elle est dans le film. Voyons maintenant les matériaux et le matériel qu'il nous faut pour la réaliser. Comme d'habitude, il nous faut un étau fiable qui sert bien l'hameçon. Il nous faut ici particulièrement des ciseaux pointus qui coupent bien, un porte-bobine avec des fils de montage assez fins, un passe-fil si on casse au cours de montage, bien entendu aussi l'aiguille à dubbing pour la touche finale du vernis. Ensuite, côté matériaux, on commence par les hameçons. Ici, on utilise des hameçons fin de fer, 2 fois longs, parce que justement la mouche est très peu fournie, et donc il faut que l'hameçon soit le plus léger possible pour qu'il n'entraîne pas vers le fond. Ensuite, des plumes de queue de canard. On a bien entendu une énorme variété de toutes les couleurs possibles. Je choisis pour aujourd'hui des olives. Ensuite, nous avons le mousse main, donc on fait la crinière de l'élan pour faire des cercles. Nous avons la fausse plume d'héron pour faire l'abdomen, un peu de faisan pour faire la boîte à ailes, et s'il faut, un tout petit peu de dubbing pour le thorax s'il n'est pas assez fourni avec la plume de queue de canard. Montons maintenant la mouche ensemble. Comme d'habitude, on commence par les enroulements vers l'arrière de la courbure de l'hameçon pour fixer les 3 cercles de orignal. Donc la crinière, c'est des poils plus longs. On les sélectionne, on les égalise et on mesure, on prend à peu près la longueur et on le fixe. Voilà, parfait. Bon, on fixe vers le devant un peu le reste pour pas faire une boulette en arrière. On coupe, on prend le substitut d'héron qui avec la pointe est fixé donc tout à fait arrière et on avance maintenant tout en égalisant le sous-corps jusqu'aux 3/4 en avant. On enroule
c'est quilles, qui fait immédiatement encore joli. Ici c'est du gris, mais ça existe aussi en olive ou en jaune. Et on s'arrête devant, comme il le faut. Voilà, encore très fin, très uniforme. On coupe l'excédent. Voilà. Maintenant, la petite touffe de faisan vénéré qui va faire la boîte à ailes. On la fixe dessus, en attente, en arrière. Maintenant, des ailes, on peut le faire avec 2 plumes de cul de canard ou avec une ou qu'avec des fibres. Ça c'est laissé à chacun comme il le sent. Moi ici, je fais une seule, donc que je fixe à droite et à gauche en croix pour bien l'avoir bien à plat. Effectivement, on a la place. On va donc ajouter un tout petit peu de dubbing fin, donc soit du polypropylène, soit des Haars IA+, un dubbing vraiment qui est appliqué aussi parcimonie, très peu, pour faire un thorax vraiment très fin. Ensuite, on replie la boîte à ailes vers devant, on finit le thorax, on coupe l'excédent, donc aussi bien du thorax que de l'aile. Hop. Donc là on voit bien que l'aile est bien plate. On finit la tête et nos éternels 3 demi-clés. Termine la mouche juste avant la touche finale qui consiste avec la goutte de vernis pour solidifier le tout. C'est comme je vous ai dit une mouche qui peut être montée en taille 14, 12 même pour des mouches de mai, 14 ou 16 le standard et même plus petit, même du 20. Et elle imite parfaitement aussi bien des émergentes, donc en fait le stade post-émergente, le mornay, aussi bien qu'il imite évidemment le spent, donc le spinner qui se trouve le matin tôt dans l'eau et où des grosses truites le prennent dans des calmes au bord de la grande rivière après des grosses chutes d'eau où il y a du remous et vous allez y être à 7 h du matin et prendre des poissons avec cette vraie merveille de Petit Jean, donc un monteur suisse qui a vraiment inventé ce type de modèle et qui est joli et prenant. Bon, alors tout à l'heure, on parlait truite, différence entre arc-en-ciel, fario, etc. Eh bien, je pense que vous êtes comme moi, vous avez chaud, vous avez envie d'aller au bord de l'eau, prenons le matériel et allons suivre les conseils d'Éric pour attraper des truites avec une technique simple, efficace et amusante. Dans la technique de pêche aujourd'hui, je vous ramène à bord d'une rivière calme avec des fonds vaseux, donc un chalk stream. Et par hasard, nous trouvons ici évidemment à la fin mai. Donc le mot est donné, mai, mouche de mai. Effectivement, cette éphémère qui est la plus grande dans l'hexagone, et même c'est pas tout à fait vrai, on a la même famille et quand même la manne qui est à peine plus grande, mais disons dans les rivières de première catégorie, c'est la plus grande. Cette larve fouisseuse ou tubicole qui s'enfuit dans la vase, dans le sable de la rivière, a besoin et habite des rivières calmes comme ici. On est donc ici à la fin mai et on voit bien que cette rivière lente charrie des fleurs de peuplier en sa surface. Donc pour pêcher en sèche, c'est râpé d'avance.
On va donc essayer avec une imitation de nymphe de mouche de mai. Ici, parce qu'il y a quand même du fond à double bille, donc l'attractivité de l'or pour les truites, mais aussi le lestage pour arriver au fond. Donc on va essayer d'avoir une truite en poste avec cette double bille. Donc on va déjà voir si on peut trouver quelque chose. Pour une fois, il ne pleut pas, il ne vente pas et il fait soleil. Normalement, ça doit aller alors. Alors on va essayer de lancer notre mouche et de prendre une belle truite dans ce parcours qui est réservé à la mouche fouettée. Alors on lance. On est juste à la sortie d'un courant là. On laisse couler la mouche et on attend la touche en regardant l'indicateur ou en la ramassant tout petit à petit. Hop, touche manquée. Ah, il y avait quand même une truite qui a essayé de la prendre. Bon, premier tentative était manquée comme d'habitude. On va essayer de lancer un peu plus là-bas. De suite, tendre la soie et attendre. On retrieve tout doucement. Il faut que la larve, qui est en fait une imitation parfaite juste avant l'éclosion, car normalement la truite ne peut pas la manger car elle est enfouie, donc tubicole, dans un tube en forme de U dans le substrat. Donc il faut que la larve elle est vraiment juste avant l'éclosion pour qu'elle s'approche de la surface du substrat. Donc ici, la truite elle prend une larve qui entraîne en fait de monter pour éclore en subimago. C'est pour ça, bon, vous voyez bien, je laisse couler pour que je sois au fond, parce qu'elle est prise uniquement près du fond. Toujours pas de touche. Hop. On a toujours la réserve de soie par terre si on a un gros poisson pour qu'il peut partir de suite. Et on laisse dériver tout doucement. Ah, touche. Là, on en a une. Et bien voilà. La première truite. Est-ce que c'est une fario ou est-ce que c'est une arc-en-ciel? On n'en sait rien. Hop, ça prend des fils. On bobinait maintenant le trot. Faire toujours le combat au moulinet. Attention, quand le bas de ligne arrive vers la fin, il faut toujours laisser un peu de mou pour... Ah, petite truite, 30 cm à peu près. Bon, la fin des combats se fait à la main et pas au moulinet, car souvent on perd le poisson la dernière seconde, juste avant de la mettre à l'épuisette. C'est combatif, poisson en bonne condition, une arc-en-ciel. Surtout quand on pêche très fin, il faut bien fatiguer le poisson avant de le ramener
à l'épuisette. Là, je pense que c'est bon. On va donc ramener la truite à l'épuisette. Et voilà, petite truite, belle mais petite. C'est le premier poisson. On va voir si on prend d'autres. Bon, on va essayer le haut de la rivière. Si on prend un poisson un peu plus gros. Alors bien sûr, Eric prendra d'autres truites, mais pour l'instant, c'est le moment de nous quitter. Alors, à la semaine prochaine.